Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Madame le professeur Raouda Boussafara, mon ami Bahi Mahjoub, mon ami Sim Ouartani, donc, et toute l'équipe de pédiatrie et de néonatologie de Mehdia de cette invitation. C'est pas la première invitation. Je viens toujours physiquement auparavant à ces invitations. Bon, maintenant, les conditions imposent des réunions à distance. Je pense que il faut faire avec pour l'instant et c'est pas mauvais. Donc, je pense que c'est une modalité qui peut fonctionner. On m'a demandé de parler de la pathologie dermatologie courante chez l'enfant. Bon, c'est une demande un peu piège parce qu'il y a beaucoup de dermatoses chez l'enfant. Que choisir? Donc, après une longue réflexion, j'ai choisi de cibler quelques dermatoses courantes par le biais de cas cliniques simples et le public cible sera nos chers internes, nos chers résidents qui sont la cible de cette présentation. Donc, ça sera des cas cliniques qui sont d'un niveau qui visent l'interne et le résident. Et on va parler de dermatose courante à travers des cas cliniques. Et je vais commencer par le premier cas clinique, un cas clinique simple, donc un enfant âgé de 12 ans qui s'est réveillé le matin d'un samedi, le samedi 27 mars, avec une fièvre, asthénie, maux de gorge, une rhinite séreuse. Cet enfant, donc, ses parents ont lui administré des médicaments, ils ont donné de l'amoxicilline, du paracétamol à 9 heures du matin. À noter qu'il a déjà reçu ces médicaments auparavant sans aucun incident. Donc, c'est des médicaments qu'il a déjà consommés à plusieurs reprises sans aucun incident. À midi, il commence à développer des lésions prurigineuses du visage. Voici la photo. Donc, vous voyez les lésions rouges de la face. Je vais m'approcher un petit peu. Ce sont des lésions érythémateuses, un peu œdémateuses. Vous voyez au niveau de la joue gauche que certaines lésions prennent un aspect un peu arrondi, annulaire. D'autres, elles sont un peu œdémateuses, surtout au niveau de la paupière, un œdème de la paupière. Ce sont des lésions aussi qui sont prurigineuses, qui sont apparues vers midi, selon les dires des parents. Donc, devant l'apparition de ces lésions, les parents n'étaient pas inquiets. Ils pensaient au début que c'était peut-être des piqûres d'insectes. Ils ne pensaient pas que ça pouvait gêner leur enfant. Mais les choses ont évolué. L'enfant a développé par la suite des lésions à distance. Il a commencé à avoir des lésions au niveau des membres, au niveau du tronc. On va s'approcher de ces lésions. Ce sont des lésions qui sont de la même nature, à surface érythémateuse, œdémateuse, papuleuse et prurigineuse. Ça touche les membres, ça touche le tronc. Il avait beaucoup de lésions au niveau du tronc. Et notez, surtout au niveau du tronc, que les lésions sont confluentes. Elles donnent des placards confluents, avec parfois une disposition linéaire, signant souvent le trajet de grattage. Donc, chaque fois qu'il se gratte, sur le trajet linéaire de grattage, des lésions apparaissent et dessinent des lignes œdémateuses et érythémateuses. Donc, devant cette éruption prurigineuse qui est devenue très intense, les parents ont décidé de vous consulter aux urgences. Donc, ils viennent à 20 heures pour vous montrer leur enfant. Alors, à quoi il faut penser? Donc, le diagnostic a priori n'est pas difficile. On va essayer de le retrouver à travers la sémiologie dermatologique. Tout d'abord, comme lésions élémentaires, nous avons des petites papules œdémateuses. Parfois, il faut les palper pour sentir le caractère papuleux. Ces lésions sont confluentes, mais notez qu'il n'y a pas d'autres éléments lésionnels. Il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de vésicule, il n'y a pas de croûte, il n'y a pas d'escoriation. Il y a juste un seul type de lésion qui se répète, mais et qui dessine une confluence différente selon le siège, mais il n'y a pas d'autre type de lésion. Donc, c'est monomorphe. Les lésions sont aussi fugaces. Nous avons constaté que les lésions que les parents ont décrites le matin, qu'ils ont pris en photo, qui étaient présentes à 9 heures du matin sur la photo, lorsqu'on a examiné l'enfant à 20 heures aux urgences, les lésions du visage étaient absentes. Elles ont disparu au bout de quelques heures d'évolution. Donc, c'est le caractère fugace des lésions. Par ailleurs, ce caractère fugace est parfois difficile à rapporter par les patients. Il faut le retrouver en dessinant, en marquant des lésions récentes, en voyant pour combien de temps ça évolue. Là, c'était un exemple d'une patiente pour laquelle on était obligé de chercher la durée de vie d'une lésion érythémato-œdémateuse. La troisième caractéristique qu'on a trouvée chez ce patient, c'est que les lésions sont migratrices, ou faussement migratrices, on va dire, parce que ça a débuté au niveau du visage le matin,
l'après-midi et le soir, on a trouvé des lésions au niveau des membres et au niveau de l'abdomen. Donc, ça donne l'aspect d'une fausse migration. Et à la fin, ce sont des lésions prurigineuses, comme l'ont signalé les parents. Si on regroupe ces 4 caractéristiques cliniques, une éruption monomorphe, fugace, migratrice et prurigineuse, le diagnostic clinique est simple. Il s'agit bel et bien du urticaire. L'urticaire est une dermatose dont le diagnostic est clinique dans la majorité des cas. Il faut chercher ces éléments sémiologiques. Et si on réunit ces éléments, le diagnostic est posé avec certitude. Alors, nous avons une urticaire chez un enfant. Le premier réflexe, c'est de vérifier est-ce que notre enfant présenterait des signes de gravité, des signes inquiétants. Quels sont les signes de gravité à chercher devant une urticaire? C'est l'installation d'un angioëdème. C'est quoi l'angioëdème? Dans l'urticaire, on a des lésions érythémateuses, œdémateuses et papuleuses. L'œdème, sur le plan histologique, est un œdème dermique. Lorsque l'œdème devient très important, il devient profond, il touche l'hypoderme, il prend le dessus sur les lésions érythémateuses et la présentation devient très œdémateuse. Cet œdème est à l'origine d'une gêne fonctionnelle cutanée, mais lorsqu'il touche les muqueuses, cet œdème devient menaçant. Il peut entraîner une obstruction des voies aériennes supérieures et induire une détresse respiratoire. Donc, si on examine par exemple cette patiente qui a des lésions urticaires, au niveau de la joue, ce sont des lésions urticariennes tout à fait normales, habituelles, mais vous notez qu'au niveau de la paupière inférieure de la région malaire, il y a un œdème important. Donc, elle a un angioëdème cutané, palpébral et malaire droit. À ce niveau-là, la gêne est surtout fonctionnelle. Chez cette patiente, en examinant les lèvres, nous trouvons qu'elle commence à développer un œdème au niveau des lèvres. Une urticaire associée à un œdème muqueux est une urticaire qui doit être prise en charge de façon différente par rapport à une urticaire cutanée isolée. C'est une urticaire qui peut évoluer au bout de quelques heures vers une forme menaçante si l'œdème continue à évoluer, à toucher les muqueuses respiratoires. Donc, ce signe de gravité, cet angioëdème, est à rechercher devant toute urticaire et il va modifier notre prise en charge. Dans d'autres cas, donc, le patient peut se présenter avec un angioëdème d'emblée, c'est-à-dire il n'a pas de lésion urticarienne. L'angioëdème peut être isolé. Et le diagnostic d'urticaire, premier plan. Par exemple, ce patient nous a consulté pour ce placard œdémateux douloureux et le signe fonctionnel au premier plan est la douleur. L'œdème hypodermique, dans ce cas, a occasionné une gêne au niveau des loges musculaires et entraîne un équivalent de syndrome de loge. Donc, c'est un œdème très douloureux et a priori, si on n'est pas habitué à voir ce genre d'angioëdème, on peut ne pas évoquer le diagnostic au premier coup d'œil. Donc, on peut penser à autre chose. Et finalement, s'il développe sur le reste du corps des lésions urticariennes classiques associées, on va y penser. L'urticaire peut aussi s'intégrer dans un tableau très grave de choc anaphylactique, mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'urticaire qui gêne, donc c'est surtout la prise en charge des détresses vitales associées, la détresse respiratoire et la détresse circulatoire, et c'est la forme la plus grave dans laquelle l'urticaire peut se présenter. Donc, nous avons examiné notre patient, nous avons cherché des signes de gravité, et nous avons trouvé qu'il n'a pas de signes d'atteinte de type angioëdème, ni cutané, ni muqueux. Il avait un bon état hémodynamique, donc il n'y avait pas de signes inquiétants chez nos patients. Nous arrivons à la prise en charge. Nous avons un enfant âgé de 12 ans, sans signe de gravité. On charge notre patient. Première réflexion, il faut toujours vérifier l'évolution de l'urticaire. L'urticaire se subdivise en deux formes, une forme aiguë, et lorsqu'on dit aiguë, ça peut être jusqu'à 6 semaines, jusqu'à 5 semaines et 6 jours, c'est toujours aigu. Notre patient, c'est très récent, donc on l'a vu le jour même, donc il s'agit d'une urticaire aiguë et non pas une urticaire chronique. Et cette différence a une importance capitale dans la prise en charge. La prise en charge d'une urticaire chronique diffère totalement et complètement de la prise en charge d'une urticaire aiguë. Notre patient présente une urticaire aiguë. Dans les formes aiguës, l'étiologie est souvent trouvée dans un pourcentage assez élevé de cas. Dans 70% des cas, on va dire dans les 3/4 des cas, on va trouver une cause. Et souvent, cette cause n'est pas, le fait de trouver cette cause
n'est pas due à la compétence du médecin ou du pédiatre ou du dermatologue, c'est parfois le patient lui-même qui vous apporte la cause. Il vous dit, j'ai mangé quelque chose, j'ai pris un tel médicament, etc. Donc, c'est une étiologie qui est très apparente et le diagnostic est assez évident. Chez notre patient, on va chercher les causes potentielles de cette urticaire. Donc, si on reprend l'observation, les parents nous disent qu'il a pris du paracétamol, de l'amoxicilline à 9 heures du matin et 12 heures à midi, 3 heures après, il développe cette urticaire. Il y a 3 heures de délai par rapport à l'apparition de l'urticaire. Ces médicaments ont été déjà pris auparavant sans incident. On a cherché du côté alimentaire, on a trouvé qu'il a mangé très peu le matin de l'urticaire. À 9 heures, il a pris un verre de lait avec un peu de pain parce qu'il avait mal à la gorge, donc il n'a pas bien mangé. Et 3 heures après, il a développé cette urticaire. Nous avons donc une prise alimentaire qui ne semble pas suspecte dans ce cas, avec un délai de déclenchement de 3 heures. Et puis, n'oublions pas que notre enfant est malade. Il a une fièvre, il a des signes qui évoquent une infection virale évolutive. Ces trois causes résument les causes majeures classiques d'urticaire aiguë, notamment chez l'enfant. Donc, devant toute urticaire chez un enfant, il faut chercher ces trois causes au premier plan, médicamenteuses, alimentaires, et j'insiste le plus sur la cause infectieuse parce que souvent elle est méconnue ou elle est oubliée. On insiste sur le médicament qu'il a pris et on oublie que ce médicament a été prescrit, par exemple, pour une fièvre, pour un foyer infectieux. Donc, il y a une infection qui est souvent méconnue et oubliée comme étiologie. Et en termes de statistiques, c'est la cause la plus fréquente. Si on considère les trois causes devant nous, en premier plan, en pourcentage, chez l'enfant, les urticaires sont surtout d'origine infectieuse, beaucoup plus que d'origine médicamenteuse ou alimentaire. Alors, chez notre patient, comment régler cette recherche étiologique? On va s'aider de recommandations. Il y a ce site intéressant, je pense, pour de nos amis pédiatres, qui est conçu par la Société francophone de pédiatrie. Il y a des algorithmes consistants, bien faits, simples, qui sont diffusés et qui permettent de prendre en charge plusieurs pathologies. Entre autres, l'urticaire aiguë chez l'enfant, c'est une mise à jour relativement récente, 2018. Alors, que disent nos collègues pédiatres? Ils disent que chaque fois que vous avez un doute sur un aliment ou un médicament ou une piqûre d'insecte, il y a un délai d'1 heure qu'il faut chercher. Si le déclenchement dépasse ce délai d'1 heure, l'étiologie allergique semble peu probable. En d'autres termes, chez notre enfant, il a pris de l'amoxicilline, de paracétamol à 9 heures, il n'a déclenché son urticaire 3 heures après, selon ses recommandations, ce n'est pas une allergie. De même, pour les aliments qu'il a consommés, bien qu'ils ne sont pas des aliments suspects, le délai de 3 heures pour cet algorithme rend cette étiologie très peu probable. Alors, on retient finalement chez notre enfant une étiologie infectieuse, mais ce cas est démonstratif, c'est-à-dire en réalité, nos collègues pédiatres sont confrontés à des cas beaucoup plus complexes. Les délais sont compatibles avec l'aliment, sont compatibles avec le médicament. Il y a une étiologie infectieuse. Les trois étiologies ne peuvent pas être éliminées aussi facilement. Et là, je pense que si le doute persiste pour l'étiologie médicamenteuse, il faut s'aider de nos collègues pharmacologues. Nous avons une belle unité de pharmacologie clinique et qui permet de faire les explorations médicamenteuses et les tests médicamenteux et d'apporter par la suite une réponse à cette question. Pour l'étiologie alimentaire, s'il y a un doute, il y a des tests allergologiques qui peuvent être faits pour vérifier l'étiologie alimentaire. Chez notre patient, ces étiologies ne semblaient pas pertinentes par rapport à l'histoire clinique, donc nous allons retenir une urticaire aiguë chez un enfant et qui serait très probablement d'origine infectieuse. Le traitement de cette urticaire va passer par essentiellement les antihistaminiques. L'urticaire a comme médiateur principal l'histamine qui est libérée par les mastocytes. Donc, il est obligatoire de mettre notre patient sous antihistaminique. Les antihistaminiques récents, il y en a plusieurs. Les formes pédiatriques, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y en a quelques formes pédiatriques, par exemple, Airus siro, Allergus siro, Allergica siro. Donc, les antihistaminiques récents sont des antihistaminiques qui ont une demi-vie qui est assez longue, donc ils permettent une bonne maîtrise de l'urticaire, moyennant le plus souvent une seule prise quotidienne.
Alors, est-ce qu'il faut donner des corticoïdes? Surtout pas systématiquement. Les corticoïdes, la thérapie générale, est indiquée dans les formes sévères, dans les formes menaçantes. Si vous avez une urticaire avec un œdème muqueux débutant, oui. Si vous avez une urticaire avec un œdème de la langue ou de la face, oui. Une urticaire très sévère, étendue, inflammatoire, oui, et pour une courte durée. Mais une urticaire commune, des lésions qui ne sont pas très gênantes, les antihistaminiques devraient suffire. L'adrénaline est réservée pour les formes qui menacent la vie du patient, donc un patient qui présente une détresse vitale, notamment dans le cadre d'un choc anaphylactique. Donc, chez notre patient, nous avons opté pour les antihistaminiques et nous l'avons renvoyé chez lui. Il est revenu le 30 mars, c'est-à-dire 3 jours après, le mardi 3 mars, et il fait de nouveau une nouvelle poussée urticarienne. Nous voyons quelques lésions ici au niveau des décolletés. Alors, nous posons des questions à l'enfant et aux parents. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 jours? Ils nous disent que durant les 3 jours, les 3 derniers jours, les choses allaient beaucoup mieux. L'enfant est redevenu apéritique, il allait très bien, son état général s'est amélioré, il n'a repris aucun médicament, ni paracétamol, ni amoxicilline. Par contre, comme il a mal mangé le premier jour et qu'il n'était pas bien durant les 2 ou 3 premiers jours, les parents ont décidé de sortir avec leur enfant et à l'occasion, il avait consommé une grande pizza au thon. Donc, et 2 heures après avoir pris cette pizza, il a développé cette urticaire. Donc, nous revenons aux recommandations de la Société francophone de pédiatrie et nous voyons qu'il y a une prise alimentaire qui a déclenché probablement cette poussée urticarienne récente, mais c'est 2 heures après. Donc, ce mécanisme ne devrait pas être allergique. Et effectivement, en voyant les composants de la pizza, nous retrouvons des aliments très riches en histamine ou histaminolibérateurs. Nous retrouvons des fromages, le thon. Nous trouvons aussi que les tomates sont des aliments très riches en histamine. Donc, une grande pizza au thon, c'est vraiment considéré comme une alimentation très, très riche en histamine. Et ça pourrait expliquer cette poussée urticarienne qui agit dans ce cas par un mécanisme non allergique. C'est un apport exogène d'histamine, c'est une histaminolibération non spécifique, non allergique, qui a déclenché une urticaire qui était en voie de guérison. Donc, qu'est-ce qu'on retient à travers cette rechute? On retient que, mis à part l'identification d'une cause et l'arrêt de cette cause, si elle est, si on peut l'arrêter, mis à part la prescription d'antihistaminiques, il serait aussi recommandé de faire une petite diète pendant quelques jours, 6 à 7 jours. Il faut recommander un régime pauvre en histamine. Un régime pauvre en histamine, je reviens à la liste, donc, c'est-à-dire qu'il faut éviter les fromages, les œufs, les poissons, les crustacés. Il faut éviter certains légumes, tels que les tomates, les épinards, les petits pois, certains fruits, notamment les fruits riches en vitamine C, les agrumes, les kiwis, les fraises, les bananes, le mokassrat, noix, noisettes, cacahuètes, etc. Chocolat, bien sûr. Et c'est un régime qui n'est pas exclusif, c'est-à-dire le patient peut consommer ces aliments, mais lorsqu'il consomme ces aliments, il doit faire attention à consommer une quantité modérée et surtout à éviter l'association. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il consomme dans le même repas 3 ou 4 ou 5 aliments qui risquent de déclencher une crise urticarienne. On considère que les mastocytes vont rester un peu sensibles pendant quelques jours si la cause a été éliminée et que pendant ces quelques jours, il vaut mieux observer cette diète pour éviter les rechutes. Les rechutes sont souvent angoissantes pour les parents, angoissantes pour le patient parce qu'il se croit déjà guéri et hop, il se voit de nouveau couvert d'urticaire. L'urticaire, et je ne vous cache pas que c'est une dermatose qui est très angoissante pour le patient. Lorsqu'on est couvert d'urticaire, on cherche rapidement à prendre des médicaments pour nous soulager. Et dans ce cas-là, je m'excuse, dans ce cas-là, parfois c'est la piste par laquelle s'introduit la prescription, parfois abusive de thérapie générale, parce qu'on cherche une guérison rapide. C'est pour éviter cet état qui gêne le patient et le parent. Donc, ça, c'est le premier cas. Ça illustre, donc, on l'a vu ensemble, un cas d'urticaire, d'une urticaire aiguë, d'origine probablement infectieuse. Et nous allons passer à la deuxième dermatose courante. Et ça sera mon ami Dr Feriel Amri qui va rapporter le deuxième cas clinique. Donc, Slim, nous passons à Feriel maintenant. Elle va partager sa présentation. Bonsoir, chers maîtres et chers collègues.
Je vais essayer de commencer par faire le tour sur la question de l'acné. Alors, je présente cette patiente âgée de 13 ans, sans antécédents notables, qui se présente avec ces lésions qui sont à la fois rétentionnelles et inflammatoires. Elle a donc une acné. L'acné, c'est une dermatose inflammatoire chronique des follicules pilosébacés qui sont schématisées ici. Donc, on va retrouver ces lésions là, dans les zones cutanées riches en glandes sébacées, c'est-à-dire au niveau du visage, du dos et la partie supérieure des bras. Elle concerne 40% des enfants en âge prépubertaire et ce pourcentage va doubler après la puberté. Il faut savoir évoquer d'autres diagnostics en voyant des lésions ressemblant à de l'acné, telles que les folliculites infectieuses ou les folliculites médicamenteuses à vitamine B12 ou à traitement antiépileptique. Il faut savoir surtout évoquer ces diagnostics quand on n'a pas de lésions rétentionnelles. Alors, il existe beaucoup de controverses concernant la classification de sévérité de l'acné. Il existe plusieurs systèmes d'évaluation de la sévérité. Je vais vous présenter la dernière, apparue en 2020, qui prend en considération aussi bien les lésions primaires que les lésions secondaires. Elle peut paraître à première vue un peu compliquée, mais il existe une application associée à cette classification qui va évaluer de façon systématique et automatique le type des différentes lésions, les types de différentes lésions ainsi que leur nombre pour aboutir à une classification de la sévérité qui va nous permettre dans un deuxième temps de choisir le traitement approprié pour notre patient. Je vais essayer d'expliquer un peu les facteurs impliqués ainsi que le phénomène, le déroulement de la comédogenèse. Il va y avoir en premier lieu une stimulation des glandes sébacées par les androgènes qui va entraîner une hyperséborrhée. Cette hyperséborrhée est associée à une obstruction infundibulaire du follicule pilosébacé. Et là, on va avoir l'apparition des microcomédons. Ensuite, dans cet environnement, il va y avoir une colonisation par le Cutibacterium acnes, qu'on appelait avant le Propionibacterium acnes, ce qui va entraîner une réponse inflammatoire. C'est l'apparition de lésions inflammatoires, ce sont les papules et les pustules. Il existe aussi des facteurs génétiques impliqués dans l'acné, surtout dans l'acné néonatale et l'acné conglobata. Donc, on va avoir d'abord des microcomédons qui vont se transformer en lésions rétentionnelles, soit fermées, c'est-à-dire les whiteheads ou les microkystes, ou des lésions ouvertes qui vont se transformer par oxydation, c'est ce qu'on appelle les blackheads, qui peuvent bien sûr être soit noirs ou bruns ou orange, ou etc. Après la colonisation, on va avoir des lésions inflammatoires, les papules et les pustules, comme je viens de l'expliquer. Il existe plusieurs formes cliniques d'acné. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une forme un peu particulière. On en voit de plus en plus de nos jours. C'est la bave-nez ou le masque-nez. C'est une sorte d'acné mécanique qui est due en fait au frottement et à l'occlusion, l'humidité sous la bavette. Il faut savoir évoquer bien sûr d'autres diagnostics de dermatose qui s'aggravent par l'occlusion, tels que l'eczéma, la dermatite séboréique ou encore la rosacée, mais c'est très fréquent de nos jours, on en voit de plus en plus. Alors, nous avons classé notre patiente, on va lui fournir des recommandations ou des conseils pour tout type d'acné. Et ensuite, on va lui choisir un traitement approprié pour son cas. Pour toute acné, il faut nettoyer le visage 2 fois par jour et surtout après les transpirations. Il faut éviter tout nettoyage excessif, gommage ou nettoyage irritant. Il faut utiliser une eau tiède, pas une eau chaude, pour ne pas assécher la peau. Ne jamais toucher le visage. Diminuer les produits laitiers ainsi que les aliments à index glycémique haut. En fait, ce sont les seuls aliments qui ont été liés scientifiquement et significativement à l'apparition de lésions de l'acné. Et bien sûr, éviter l'exposition solaire. Notre patiente, elle a une acné modérée. On va la traiter ainsi. Je vais vous présenter une ordonnance. Alors, on va lui donner de la doxycycline à la dose de 100 mg ou le tétralysal 300 mg, un comprimé par jour pendant 3 mois. On va commencer à avoir une efficacité à partir du premier mois de traitement. C'est un traitement photosensibilisant. Le donner avant l'âge de 8 ans, c'est-à-dire dans l'acné prépubertaire, parce qu'il existe un risque de coloration permanente des dents et d'hypoplasie de l'émail dentaire. Le gel nettoyant, on en a beaucoup sur le marché, c'est Biaclil, Nonax, Cetaphil, vous pouvez en trouver. Ensuite, on va associer un traitement à base de rétinoïdes topiques de deuxième génération, qui est la dapalène. Vous la retrouverez sous le nom d'Iférine. En fait, les rétinoïdes de deuxième génération sont kératolytiques. Donc, on va les prescrire quand on a surtout des lésions rétentionnelles. On peut les retrouver associés au peroxyde de benzoïle, qui est un antiseptique, un antibactérien, pardon, pas un antibiotique, c'est-à-dire qu'il ne risque pas d'entraîner des résistances. On le retrouve sous la forme épidiogel, on l'applique une fois le soir. Il faut faire attention parce qu'il peut être un peu irritant. Bien sûr, une photoprotection non comédogène et une hydratation quotidienne. Au contrôle, notre patiente, elle ne s'améliore pas. Donc,
on va lui proposer un autre traitement. Elle résiste aux cyclines. On va lui proposer l'isotrétinoïne, des rétinoïdes. C'est des dérivés de la vitamine A qui sont déjà utilisés et qui ont dans l'AMM dans l'acné depuis 1982. On a plusieurs présentations sur le marché. En Tunisie, nous avons surtout le cure acné. Je vais essayer d'expliquer un peu le mécanisme d'action des rétinoïdes. En fait, les rétinoïdes, quand ils vont entrer en contact avec la peau, ils vont stimuler les kératinocytes de la couche suprabasale, modifier la production de protéines dans ces cellules, et ils vont produire des protéines qui vont stimuler les cellules de la couche d'en bas. C'est-à-dire, les rétinoïdes vont stimuler cette couche supérieure, suprabasale, pour ensuite aboutir à un renouvellement accéléré au niveau de la couche basale. Ce renouvellement va entraîner une expulsion du sébum et des kératinocytes en excès, c'est-à-dire des lésions d'acné. On peut avoir un autre effet pour les rétinoïdes en voie orale, c'est l'inhibition de la production du sébum, l'inhibition de l'activité du Cutibacterium acnes, ainsi qu'une diminution de l'inflammation. Donc, l'ordonnance va se prescrire ainsi. On va donner les capsules à la dose de 0,5 à 1 mg par jour. C'est la dose quotidienne. On va commencer par une faible dose, c'est-à-dire par le 0,5. Notre patiente, elle pèse 50 kg, donc on va lui donner 25 mg par jour. Nous avons sur le marché des doses de 5, 10, 20 et 40. On peut faire des associations. On donne ces capsules pendant le repas, 1 ou 2 fois par jour. Bien sûr, délivrer une ordonnance d'un seul mois, elle est non renouvelable. On va poursuivre le traitement pour avoir de bons résultats pendant 16 à 24 semaines. On va commencer à avoir des résultats à partir de la 8e semaine et il ne faut pas il faut arriver à une dose optimale de 120 à 150 mg par kilo, c'est-à-dire que si on va traiter la patiente avec 1 mg kilo, il nous faudra 120 à 150 jours pour atteindre cette dose optimale. Et au-delà de cette dose, il n'existe pas vraiment un bénéfice. Les effets indésirables, je suppose que vous en connaissez beaucoup, l'axérose cutanée, l'échyélite. Le flare-up de l'acné, il est dû à l'expulsion du sébum dont je viens d'en parler, la photosensibilité, bien sûr. Pour l'enfant, on peut surtout évoquer une soudure prématurée des cartilages épiphysaires, la chute de la densité osseuse. Il existe aussi des effets indésirables sur le plan biologique. Donc, pour prévenir ces effets indésirables, ou du moins détecter leur présence précocement, il faut faire un bilan pré-rétinoïde qui contient une numération formule sanguine, le bilan hépatique, le bilan lipidique et les bêta-ACG en fonction des cas. Bien sûr, associer un complément de soins, le baume à lèvres, les émollients. Il ne faut pas faire d'épilation sous cure acné parce qu'il existe un risque d'érosion cutanée. Toujours faire un examen ophtalmo, surtout en cas d'apparition d'irritation ou de xérophtalmie. Il ne faut pas porter de lentilles parce qu'il existe un risque infectieux. Et les rétinoïdes sont à éviter pour des enfants âgés de moins de 12 ans, c'est-à-dire qu'on ne les prescrit pas pour une acné prépubertaire. Notre patiente, il ne faut pas chez elle oublier d'arrêter les cyclines, parce que si on associe cycline et rétinoïdes, on a un risque d'hypertension intracrânienne. Certains patients ou certaines patientes refusent de prendre les rétinoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur offrir d'autre? Il existe plusieurs alternatives thérapeutiques. Je vais vous en parler rapidement de ces deux. Le gluconate de zinc, moins efficace que les cyclines, à raison de 30 mg par jour. C'est des gélules de 15, donc on va en donner 2 gélules. Il n'est pas photosensibilisant. On peut le prescrire pendant l'été et il peut se donner dans les grossesses ou l'acné prépubertaire. On parle de plus en plus de nos jours des probiotiques, du rôle des probiotiques dans l'acné. En fait, ces probiotiques, c'est le levure qu'on va apporter de façon synthétique, vont rééquilibrer la flore cutanée et entraîner une diminution des lésions d'acné. Il ne faut pas aussi oublier de prendre en charge psychologiquement les patients qui consultent. Il ne faut pas oublier que l'adolescence est une période un peu fragile sur le plan psychologique. L'image du corps, elle est très importante. En plus, on voit de plus en plus de body shaming de nos jours. Il existe en fait une étude qui a évalué et a essayé d'évaluer, publiée dans le Pediatric Dermatology, qui a essayé d'évaluer l'effet des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents ayant des lésions ou des pathologies cutanées. En fait, cette influence, elle est confirmée, surtout chez les adolescents et les femmes. Il existe bien sûr des traitements qui sont en discordance avec les recommandations. Il s'agit le plus souvent de régimes alimentaires sans preuve scientifique. Il faut toujours donc penser à poser la question et corriger les idées reçues pendant les consultations. Pour notre patiente, elle a arrêté les rétinoïdes après fin de cure. Elle s'est améliorée nettement, mais elle garde beaucoup de cicatrices. Elle vient vous consulter, elle vous dit qu'elle est gênée.
Donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Il faut d'abord, en premier temps, essayer d'évaluer le type de cicatrice qu'elle porte. Nous pouvons avoir en clinique des cicatrices qui ne sont pas en relief, qui sont soit hyper ou hypopigmentées, qui sont relativement faciles à traiter. On peut avoir d'autres types de cicatrices qui sont soit hypertrophiques ou atrophiques de différents types et qui sont un peu plus gênantes. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout médecin, il doit savoir toujours prescrire une photoprotection adaptée et puis adresser les patients pour un traitement complémentaire. On peut leur proposer à la consultation de dermatologie des dépigmentants pour les hyperpigmentations, un traitement pour les cicatrices atrophiques à base de peeling chimique, de microneedling, de PRP, etc. Pour les cicatrices hypertrophiques, c'est principalement les gels de silicone et les infiltrations intralésionnelles de corticoïdes qui vont entraîner des atrophies. Voici des exemples de peeling chimique que vous pouvez voir à gauche et de PRP, de résultats de PRP sur des cicatrices d'acné que vous pouvez voir à droite. Donc, je passe pour vous parler un peu des problématiques thérapeutiques, dont 3 parasitoses qui sont très fréquentes en Tunisie, la gale, la pédiculose et la leishmaniose. Je vais commencer avec la gale, ce qu'on appelle scabies en anglais, si vous voulez rechercher. Ça, c'est un cas d'un enfant de 8 ans qui consulte pour prurite à recrudescence nocturne avec une symptomatologie similaire dans l'entourage. À l'examen, nous allons retrouver cette lésion allongée, c'est ce qu'on appelle un sillon scabieux. Et ce sillon scabieux, il fait partie des 3 lésions spécifiques de la gale, avec les nodules scabieux et les vésicules perlées. En fait, ces lésions spécifiques, elles sont rarement trouvées en clinique. On retrouve surtout des signes aspécifiques, mais qui ont une topographie évocatrice. On va les retrouver au niveau des plis axillaires, des plis inguinaux, de l'ombilic. On peut aussi les retrouver, il faut bien sûr les chercher, sur la face d'extension. Ça, c'est des photos de notre patient. Sur la face d'extension des avant-bras, on peut retrouver aussi des vésiculopustules palmaires. Je reprends. La clinique, elle est rarement spécifique. On voit ici des nodules scabieux, des vésicules interdigitaux, des sillons scabieux. Ça, c'est ce qu'on appelle un chancre scabieux au niveau de la verge. Et bien qu'elle soit, la clinique, bien qu'elle soit non spécifique ou rarement spécifique, le diagnostic reste relativement facile. Alors, on va prescrire une ordonnance pour notre patient. Elle est à base de benzoate de benzyle à 25%, c'est l'ascabiol ou l'ascalol. On va l'appliquer ainsi, il faut bien insister sur l'application. On va faire 1 ou 2 badigeons, c'est-à-dire appliquer 2 couches sur la peau, idéalement le soir pour éviter les toilettes itératives et l'enlèvement du produit sur les mains. Et il faut insister sur les plis et les mains, bien sûr éviter le visage et les cuirs chevelus, sauf si on a une extension des lésions. Il faut garder le traitement pendant 24 heures, le médicament pendant 24 heures, et puis laver et réappliquer après une semaine. Il faut associer l'ascapoudre ou l'afteriapoudre sur les vêtements et les linges. Pour le linge qui peut être lavé, il faut laver à 50 degrés, sinon garder tout le reste pendant 72 heures dans un sac en plastique fermé avec le traitement. Ça, c'est la recommandation du Vidal pour la durée du traitement. Pour l'adulte, c'est 24 heures. Ça, ce sont l'ascabiol et l'ascapoudre. L'ascabiol, il est à 125 ml. On peut le retrouver dans les pharmacies à 4 dinars 500, je pense. Et l'ascapoudre, c'est à 5 dinars 500. C'est un traitement qui n'est pas cher et qui est accessible. Il faut bien sûr penser que le prurite, il faut savoir que le prurite peut persister pendant 1 à 2 semaines, même si on est efficace avec le traitement. On peut gérer avec des émollients et des antihistaminiques. Et il faut garder en tête que s'il n'y a pas d'amélioration au-delà de cette date, il faut évoquer d'autres diagnostics, tels que l'irritation ou l'eczéma au traitement, la carophobie, la réinfestation, etc. Donc, notre patient, on l'a traité, mais il a une petite sœur de 2 mois qui a ces lésions. Là, on connaît déjà, c'est des nodules scabieux au niveau axillaire, des lésions de vésiculopustules au niveau des mains. Chez le nourrisson, on peut aussi avoir des lésions au niveau du visage. Mais là, on va utiliser le même traitement, le même principe, mais on va faire une durée d'application qui est moindre. Ces 6 à 12 heures sans jamais dépasser les 12 heures. Il faut faire très attention à l'ingestion. Il ne faut pas utiliser l'afteriapoudre ou l'ascapoudre, surtout pour les peluches ou les jouets, parce que l'enfant risque de les mettre par la suite dans sa bouche. Il y a un risque d'ingestion et de convulsion. Ça, c'est les recommandations du Vidal. Encore, pour le nourrisson, c'est 6 à 12 heures. Pour l'enfant de plus de 2 ans, on rejoint l'adulte, c'est 12 à 24 heures d'application. Je passe au deuxième cas, une pédiculose, en anglais les head lice. C'est une enfant de 7 ans qui dit que quand elle se gratte, elle a des choses qui bougent sur les doigts. Elle présente ces lésions de grattage en rétro-auriculaire et elle a une pédiculose. Donc la pédiculose, elle touche surtout l'enfant d'âge scolaire. Elle a une transmission interhumaine surtout directe, parfois indirecte par les peignes ou les bonnets. Et il faut savoir que la pédiculose du cuir chevelu ne transmet jamais de maladie.
Le diagnostic positif se fait par l'observation de poux vivants qui sont visibles à l'œil nu et très, très mobiles. Je vais insister sur un petit point, c'est les œufs de la pédiculose. Les œufs sont collés aux cheveux et ne coulissent pas le long de la tige pilaire. Par exemple, si vous trouvez une petite tache ou un petit élément blanchâtre sur les cheveux, si vous voulez savoir s'il s'agit d'une pellicule ou d'un œuf ou d'une lente, il faut essayer de le tirer. Si ça part, c'est plutôt les pellicules. Si ça part pas, c'est probablement une infestation. Donc, on peut les retrouver surtout en rétroauriculaire. Je vous ai mis cette étude qui parle d'une particularité, c'est le fait de retrouver les lentes, mais qui sont loin de l'émanence de la tige pilaire. Et le fait de les retrouver loin, ça signifie qu'elles ne sont pas probablement vivantes. En fait, cette étude a retrouvé parmi une centaine d'enfants, seulement 18% qui vont développer pendant la surveillance une pédiculose, une vraie pédiculose du cuir chevelu, parmi tous ces enfants qui ont déjà des œufs. Donc, ne pas toujours traiter, il faut observer. On peut envoyer même ces œufs à l'examen microscopique pour être sûr. Donc, tout un pétigot du cuir chevelu ou de la nuque doit faire rechercher une pédiculose. Nous avons plusieurs alternatives thérapeutiques. En première intention, les insecticides. On retrouve notre benzoate de benzyle, mais cette fois pas à 25% comme dans l'ascalol ou l'ascabiol, mais plutôt à 10%. En deuxième intention ou en association, on a des dérivés des shampoings à base de silicone comme la déméthicone. Nous avons aussi des huiles essentielles et l'ivermectine. Bien sûr, l'ivermectine, elle n'est pas disponible en Tunisie. Notre première ordonnance, c'est le Descartes 2. Il est retrouvé dans les pharmacies à un prix entre 25 et 30 dinars. C'est le benzoate de benzyle à 10%. C'est un shampoing qu'on va appliquer une fois par jour, 5 jours de suite. Il faut masser en diluant le principe avec l'eau, les laisser réagir pendant 5 minutes et puis rincer à l'eau tiède et procéder au peignage. On peut associer, ou en cas de non-disponibilité, donner le Puxof, qui est un shampoing à base de silicone. C'est une lotion, pardon, qu'on va appliquer 1 heure pour une première phase d'attaque et une deuxième heure pour une phase d'entretien. Il est à un prix entre 9 et 10 dinars. Donc, il faut toujours que ce soit, si on donne les traitements insecticides ou siliconés, il faut toujours associer un traitement mécanique à base de peignage. Le peigne, il est actuellement presque associé à tous les produits anti-poux vendus en pharmacie. Il faut essayer de le tremper en vinaigre et si on a un enfant qui est un peu sensible ou qui a une dermatite atopique, on peut penser à diluer juste de l'eau vinaigrée pour éviter l'irritation du cuir chevelu. En fait, le vinaigre, ça va paralyser les pattes des lentes et c'est très connu pour le traitement. On va élanter progressivement. Il faut donner les conseils suivants. L'éviction scolaire, après le début du traitement, elle n'est pas nécessaire. Les sujets parasités doivent être recherchés et traités, comme cette famille que vous voyez sur l'image. Les cheveux coupés sont source de contamination et doivent être enfermés dans un sac poubelle. Tout comme la gale, il faut traiter les vêtements et les linges. La prévention primaire en période d'épidémie, ne pas utiliser des peignes en commun, espacer les manteaux dans les écoles. Et il faut savoir que l'utilisation de shampoing en préventif n'a pas montré d'intérêt. Une dernière alternative, une alternative off-label en fait, c'est l'utilisation de la mayonnaise. La mayonnaise va agir un peu comme les shampoings siliconés en étouffant les lentes. Elle est, comme la déméthicone, elle ne pose pas un problème de risque de résistance bactérienne, mais puisqu'elle contient des protéines animales, il existe un risque d'allergie. Je vais finir avec la leishmaniose cutanée. Ça, c'est un enfant qui présente 5 lésions cutanées diagnostiquées comme des lésions de leishmaniose, apparues 3 semaines après un séjour à Kairouan. Son médecin lui a prescrit de la glucontine. Elle n'est pas disponible. Il a donc abandonné le traitement. La leishmaniose cutanée, vous la connaissez. Elle se manifeste souvent par cette lésion, le bouton d'Orion, qui va commencer avec une surélévation prurigineuse, qui va se transformer en un nodule lisse, rouge, et s'ulcérer au centre progressivement avec cette croûte jaunâtre ou brunâtre adhérente. Il est remarquablement indolore et il est résistant à l'antibiothérapie. En fait, ce nodule va évoluer spontanément vers la guérison, même en dehors de traitement, mais il laisse beaucoup de cicatrices et ces cicatrices sont très désagréables. Le fond de l'ulcération de la lésion de leishmaniose peut être propre. Il peut aussi exister une surinfection nécessitant un traitement antibiotique préalable. Donc, c'est ce qu'a prescrit le médecin pour notre patient, la glucantine. Vous la connaissez, la glucantine, elle se vend dans des ampoules de 5 ml contenant 1,5 g de principe actif. Pour l'enfant, on prescrit la moitié de dose adulte, c'est-à-dire 30 mg kilo par jour. Cette étude prospective faite dans le service de Monastir a essayé de résumer un peu et de reprendre les effets indésirables qui sont fréquents avec la glucantine.
Et elle a mis en évidence en fait un risque de pancréatite qui s'élève jusqu'à 28,8%. C'est vraiment un médicament qui n'est pas anodin. Donc, on peut l'utiliser aussi, outre la voie générale, utiliser 1 à 2 millilitres par séance en les injectant dans les 4 points cardinaux de la lésion, 1 à 2 fois par semaine, pendant 3 à 6 semaines consécutives. Ce traitement intralésionnel, il est à éviter dans les formes à dissémination sporotrichoïde, en périorificiel, en périarticulaire, au niveau du visage, bien sûr, parce que la vascularisation, elle est riche et il existe un risque infectieux, si les lésions sont plus larges que 4 cm ou plus nombreuses que 5. Ça, c'est la technique d'injection, c'est une technique classique. Il ne faut pas oublier d'aspirer et garder en tête que ça peut être très douloureux, surtout pour les enfants. Donc, notre patient, il n'a pas retrouvé la glucantine. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre? D'abord, la cryothérapie à moins 195 degrés. Pardon. La cryothérapie a montré son efficacité. Elle a des résultats très satisfaisants par rapport à l'injection de glucantine en intralésionnel. Elle est en plus pratique, elle est très accessible. On va procéder comme suit. On va faire 2 cycles de 10 à 15 secondes, espacés par un intervalle de 20 secondes. Il faut essayer de blanchir à 2 mm de peau sel. On va reprendre une fois par semaine, 3 à 5 semaines de suite. Une autre alternative, c'est l'utilisation du métronidazole flagyl à 25 à 30 mg kg par jour en 2 à 3 prises. En fait, on va procéder comme suit. On va faire une première cure de 15 jours, un repos de 15 jours sans traitement, et puis on peut reprendre. En fait, cette étude, réalisée aussi au service de Monastir, elle a montré qu'il existe une efficacité du métronidazole à 30 à 50%. Il est vrai qu'il est moins efficace que la glucantine, mais il a une excellente tolérance. C'est-à-dire que si on a 10 patients qui ont une leishmaniose, 4 ou 5 parmi eux vont guérir seulement avec le métronidazole. On est déjà... il faut prendre ce traitement en considération et même le proposer peut-être en première intention. Alors, ça, c'est l'un des premiers cas de la série dont je viens de vous parler. C'est une enfant qui se présente pour des lésions multiples de leishmaniose au niveau du visage le 16 octobre 2004. C'est des lésions de leishmaniose. Elle a pris 2 cures de métronidazole, séparées par l'intervalle de 15 jours, et elle revient 1 mois et demi après avec un résultat spectaculaire et presque une disparition de toutes les lésions. Merci pour votre attention. Donc, je vais continuer. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, oui. Donc, je termine donc l'exposé avec les dermatoses infectieuses. Donc, Feriel a parlé de la pédiculose, de la leishmaniose, de la gale. Et on va enchaîner avec une autre dermatose infectieuse chez l'enfant, qui est représentée par ce cas clinique, un enfant qui est âgé de 5 ans et qui se présentait pour cette plaque alopécique du cuir chevelu. Cette plaque alopécique évolue depuis, on va dire, quelques semaines, 2 ou 3 prochaines. On va examiner notre patient de près. On va constater que la peau du patient, au niveau de la plaque alopécique, n'est pas normale. Vous constatez qu'il y a des squames. Ces squames sont à accentuation folliculaire. Et vous voyez qu'on a une perte des poils. Les poils sont cassés, on ne les voit presque plus. Et il y a un discret érythème. La peau est discrètement érythémateuse. Donc, pour résumer, une plaque alopécique avec une atteinte de la peau sous-jacente. Le diagnostic est a priori assez facile, surtout si on rajoute cet indice. On va le trouver au niveau de la plaque alopécique. Cet enfant a acquis un chat domestique depuis quelques semaines et probablement ce chat domestique est la cause de la dermatose de cet enfant qui est vraisemblablement une teigne. On évoque dans ce cas-là une teigne microsporique, une teigne d'origine animale qui est transmise par le chat et dont l'agent est le Microsporum canis. Les teignes microsporiques sont évoquées cliniquement devant la présence de teignes de grande taille, une plaque le plus souvent,
avec une taille importante, quelques centimètres, et surtout la présence d'un animal suspect dans l'entourage. Le principal diagnostic différentiel de la teigne, c'est la pelade. La pelade, contrairement à la teigne, vous allez trouver une peau qui est tout à fait normale. Il n'y a pas les squames, il n'y a pas l'érythème, donc c'est une peau normale. Il a juste une perte des cheveux. La pelade est une alopécie, le plus souvent circonscrite et qui s'intègre le plus souvent dans un contexte de stress. Chez notre patient, il est utile aussi de chercher des lésions mycosiques au niveau de la peau glabre, appelée dermatophysie cécinée ou herpès cécinée auparavant, des lésions qui sont, comme vous le voyez, arrondies, avec une bordure qui est pratiquement guérie, et une bordure, et avec une centre qui est guérie, et une bordure évolutive, des lésions érythémateuses, vésiculeuses, vous voyez les vésicules, des croûtes, des érosions. Donc, c'est la dermatophysie cécinée qui est le plus souvent due au Microsporum canis chez le chat. Donc, l'association dermatophysie cécinée et teigne est très classique. Chez notre patient, il ne s'agissait pas d'une teigne trichophytique comme le cas de cette photo. Les teignes trichophytiques sont des teignes qui sont le plus souvent de transmission interhumaine. Ce sont des teignes qui sont caractérisées par des plaques multiples, comme le cas de ce patient, qui sont de petite taille, et c'est une pathologie qui est le plus souvent anthropophyte, donc de transmission interhumaine. Il y a une autre variante de teigne qui est parfois spectaculaire, des teignes inflammatoires, Kérion, appelé aussi Kérion de Cels. Vous voyez une présentation pseudo-infectieuse, un patient avec un macaron inflammatoire, des croûtes, du pus, des érosions, des ulcérations, un tableau vraiment impressionnant. Et la clé du diagnostic, il y a un contraste entre la sévérité des signes locaux et l'absence souvent de signes généraux, l'absence de fièvre, un enfant qui va bien et qui contraste quand même avec une pathologie infectieuse aussi grave. Donc, ces enfants sont parfois malheureusement pris à tort pour des abcès. Parfois, on leur fait des mises à plat et en fait, après, on découvre qu'il n'y a pas de correction purulente et ce n'est pas une urgence infectieuse bactérienne. Alors, chez notre patient, nous évoquons fortement la teigne. Comment confirmer le diagnostic? Le diagnostic se fait par l'examen mycologique standard. On examine les squames, on examine les poils. Cet examen permet d'identifier la présence de filaments mycéliens ou de spores et même d'orienter à l'examen direct vers le type de teigne. Par exemple, dans la teigne microsporique, vous avez les spores qui sont à l'intérieur du poil, plutôt les filaments à l'intérieur du poil, et les spores qui engainent la partie externe du poil, qui se trouve à la périphérie. Donc, c'est un parasitisme appelé teigne ecto-endotrix, et c'est l'aspect typique, classique des teignes microsporiques. Donc, il y a aussi un autre examen qui est facile à faire. Bon, ce n'est pas un examen microbiologique, c'est un examen à la lumière d'oud, une lumière ultraviolette. Il faut examiner le patient dans une chambre noire. On l'expose à cette lumière et les teignes microsporiques donnent une fluorescence qui est verte, vert pâle, vert jaunâtre, etc. Donc, cette fluorescence permet a priori de confirmer le diagnostic de teigne microsporique. Cette fluorescence est aussi utile à faire chez l'animal suspect. Si on suspecte le chat, on fait l'examen avec le médoud et on va trouver qu'il a des poils fluorescents qui permettent de rattacher cette teigne au chat. Parfois, le chat est incriminé à tort. Alors, comment traiter cette teigne? Il y a le traitement local qui doit être adapté à la topographie. Comme ce sont des cheveux, donc on va utiliser des solutions type mycostère, tercite solution. Nous allons utiliser des shampoings antifongiques, des pilazole, kétosol. Ce sont des shampoings à base de kétoconazole. Le rasage est aussi recommandé pour notre patient. On va élargir la plaque alopécique. Ce rasage est intéressant parce qu'il permet de mieux accéder à la peau sous le cuir chevelu. Et deuxièmement, de stopper la contamination parce que la lésion peut contaminer d'autres sites au niveau du reste du cuir chevelu. Est-ce qu'il faut faire une éviction scolaire ou pas? Pour les teignes microsporiques, ce sont des teignes d'origine animale. Classiquement, on dit que le champignon a eu du mal à s'adapter à la peau humaine et il est difficile qu'il puisse passer d'un homme à un autre. Donc, c'est assez rare de voir une contamination interhumaine à partir d'un Microsporum canis. Et puis, un enfant qui a commencé son traitement et un enfant
qui présentent peu de risques de contagiosité, notamment s'ils portent des moyens de protection type bonnet ou casquette. Le traitement local est intéressant, mais à lui seul, il ne permet pas de guérir une teigne. Il faut, dans les teignes, passer par un traitement systémique parce qu'il y a une atteinte profonde. Il y a la racine du poil qui doit être nettoyée du champignon. Le traitement antifongique classique des teignes, c'est la griseofulvine. C'est un traitement qui a commencé à être prescrit en 1950, donc vous voyez qu'il a 70 ans ou plus que 70 ans d'ancienneté. Ce traitement est recommandé selon l'autorisation FDA à partir de l'âge de 2 ans. La durée initiale était de 6 semaines, puis on est passé à 8 semaines, et maintenant, on est en train de préconiser même des durées de 12 semaines, 3 mois de traitement pour guérir une teigne microsporique. Il n'y a pas de forme pédiatrique, malheureusement, en Tunisie, donc il y a juste des comprimés à 125 ou 250 mg. La dose est de 20 à 25 mg kg. Notre patient, si vous vous rappelez, pèse 20 kg, donc on va donner 20 fois 25, on va donner 500 mg, c'est-à-dire un comprimé à 250, 2 fois par jour. C'est le traitement de référence, malgré que c'est le traitement le plus ancien, il reste le traitement le plus efficace en matière de teigne microsporique. Alors, ce traitement a des effets indésirables, mais en pratique, ils ne sont pas très gênants. C'est-à-dire qu'il y a des troubles digestifs, on peut avoir des céphalées, l'atteinte hépatique pour la durée de la teigne n'est pas très gênante. C'est gênant lorsqu'on a utilisé auparavant la griseofulvine pour traiter les onychomycoses pendant des mois et des mois, puis pour la teigne, c'est quelques semaines. Ce risque est faible. Par contre, il y a un risque réel de photosensibilisation. Si vous prescrivez la griseofulvine pendant la période estivale, il faut faire attention et donner des conseils aux parents. Une autre astuce dans la griseofulvine, il faut le faire absorber à l'enfant au cours d'un repas gras. C'est un médicament liposoluble. Si l'enfant prend le comprimé avec juste de l'eau sur un estomac vide, l'absorption est diminuée au moins de moitié et vous allez avoir un traitement inefficace. C'est très important ça, parce qu'à elle seule, cette modalité d'administration peut expliquer l'échec d'un traitement par griseofulvine. Alors, où est le problème? Le problème, vous voyez, ça c'est une photo récente. Elle date peut-être de 2 semaines ou un peu plus. J'étais très content qu'un de nos patients a réussi à trouver de la griseofulvine. C'est un patient qui avait une teigne inflammatoire et qui a trouvé cette griseofulvine dans le dispensaire local de Benzennour. Donc, j'étais très content de revoir cette griseofulvine parce qu'elle est pratiquement en rupture totale. Il n'y a plus de griseofulvine. Il y a quelques stocks ici, là, dans les dispensaires, dans certains hôpitaux, dans certaines pharmacies. Et ce stock est en train d'être épuisé. Et en plus, comme vous le voyez chez ce patient, le stock qu'il a trouvé à Benzennour, et il avait un délai de péremption qui date de ce mois, avril 2021. Donc, effectivement, on a un problème réel avec la griseofulvine et ce n'est pas un problème qui est spécifique à la Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie mondiale de cette molécule. En Allemagne, on affiche que ce traitement n'est plus disponible. C'est de plus en plus difficile de trouver la grisio. Donc, c'est pour ça, la teigne restant fréquente en Tunisie, quelles sont les alternatives? Comment on va pouvoir traiter nos patients atteints de teigne? Alors, quelles sont les alternatives? Première alternative, la terbinafine. Tercide, mycophylle, lamisil. La terbinafine est un antifongique qui est très lipophile, qui a eu l'autorisation par la FDA à partir de l'âge de 4 ans pour traiter la teigne. Donc, il y a une autorisation dans le traitement de la teigne. En France, on n'a pas cette autorisation. Il n'y a pas de forme pédiatrique, il y a des comprimés à 250 mg. La dose est adaptée en fonction de la tranche de poids. Avant, inférieur à 20 kg, un quart de comprimé. Un demi-comprimé par exemple, avant 20 kg, au lieu de donner un quart de comprimé, si j'ai un enfant qui a 15 kg, je lui donne d'emblée la moitié d'un comprimé. C'est comme ça que je peux espérer une meilleure efficacité. Donc, la terbinafine, donc une alternative, mais vous voyez qu'elle pose certains problèmes. Une autre alternative que j'ai trouvée intéressante dans la littérature,
c'est l'itraconazole. L'itraconazole est disponible en Tunisie. Il y a Itral, itraconazole, Itra 100 ou 200. Pourquoi ce médicament est intéressant? Parce qu'il est efficace à la fois sur les ténis trichophytiques et microsporiques. Donc, le spectre est large. Deuxièmement, ce traitement a été confirmé efficace sous forme d'un traitement par pulse. Et ça, c'est le plus intéressant. Pulse, ça veut dire que vous allez prescrire votre médicament pendant une semaine seulement durant le mois. La première semaine du mois, le patient reçoit le médicament et il va se reposer pendant 3 semaines. La dose est de 5 mg par kilo. Si mon enfant pèse 20 kg, donc je vais donner 100 mg par jour. Un comprimé par jour d'Itra. 7 jours, repos de 3 semaines et on reprend le pulse 3 fois. 3 pulses, donc c'est 3 semaines de traitement en tout. Avec le schéma en pulse, il y a réduction significative des effets indésirables et l'efficacité est similaire parce que ce médicament a une très longue demi-vie. Il a une grande lipophilie, il va se lier à la peau, au fanère, donc il reste efficace même après un arrêt de 3 semaines. Une autre alternative a été essayée dans les ténis, c'est le fluconazole. Pourquoi on essaie le fluconazole? Parce que c'est le cousin de l'itraconazole, c'est la même famille, on va dire, les azolés. On a essayé le fluconazole parce qu'il est administré chez les nourrissons, même à partir de l'âge de 6 mois, dans l'indication candidose systémique. C'est-à-dire, on a là même dans une infection mycosique chez le nourrisson. Donc, a priori, si on prescrit chez un enfant, il n'y a pas de problème. Le problème du fluconazole, la dose est identique, c'est 5 mg par kilo, mais c'est un traitement continu. Vous allez donner 100 mg dans ce cas de fluconazole tous les jours, pendant 6 semaines. Si je vous rappelle et je vous dis que nous, on est en train de traiter les onychomycoses actuellement par le fluconazole à 150 mg par semaine, un seul comprimé à 150 mg par semaine, et on fait malgré ça des bilans hépatiques, que dire donner 100 mg, une forte dose quand même chez un enfant, tous les jours pendant 6 semaines? Je pense qu'il y a un véritable risque de toxicité hépatique et le coût est très cher. C'est un coût qui est relativement exorbitant. Donc, ce n'est pas une excellente initiative. Donc, pour résumer, la Grisio, il faut faire le nécessaire pour la trouver, si on va la trouver en stock, si on peut la ramener de la France, de l'Algérie, même j'ai des patients qui le ramènent de la Libye. Si on ne trouve pas la Grisio, on peut essayer la terbinafine en augmentant les doses s'il s'agit de ténis microsporiques. Et troisième alternative, et en dernière recommandation, itraconazole, parce qu'il n'a pas d'âme. Alors, je vais vous montrer quelques complications un peu particulières qu'on est en train d'observer au cours des ténis. Ça, c'est l'image d'une patiente qui a été vue au service, donc une teigne confirmée. Donc, vous voyez ces croûtes importantes de cuir chevelu. Vous voyez que dans ce cas, la teigne n'est pas vraiment alopéciente. C'est-à-dire, on pourrait prendre ça à tort pour une dermatite séborrhéique ou un psoriasis du cuir chevelu, alors que c'était bel et bien une teigne. Donc, vous voyez qu'il y a des formes atypiques. On n'a pas l'alopécie classique de la teigne. L'examen mycologique a confirmé un trichophyton. La patiente a reçu de la griseofulvine et 3 jours après, l'enfant développe ces lésions pustuleuses. Vous voyez des pustules très importantes, multiples, nombreuses, des dizaines, des centaines de pustules. Au début, c'est les mains, c'est les pieds et après, même le tronc. Donc, un tableau de pustulose 3 jours après la prise de griseofulvine. L'examen mycologique, l'examen bactériologique de ces pustules est stérile. Donc, ce ne sont pas des pustules infectieuses. C'est quoi ces pustules? En fait, ces pustules correspondent à une réaction immunologique d'hypersensibilité par rapport au foyer dermatophytique. Une sorte d'allergie, entre guillemets, à la présence du dermatophyte, qui s'exprime à distance d'un foyer mycosique par des pustules. Mais ce n'est pas la seule manifestation. Ça peut se manifester par d'autres signes, des lésions érythémateuses, des lésions eczématiformes, des lésions urticariennes. Et ces lésions sont appelées dermatophytides. Ce sont des dermatophytides pustuleuses. Et cette belle observation, je pense, c'est mon ami professeur Youssalasso qui a suivi et qui a eu le courage donc, de continuer la griseofulvine. Donc, parfois, il y a des médecins en voyant cette éruption pensent qu'il peut s'agir d'une toxidermie et ont tendance à arrêter par précaution la grisio. Elle n'a pas arrêté. Et vous voyez que malgré la poursuite de la griseofulvine, la patiente s'est améliorée et guérie à la fois de sa teigne et de la réaction, parce que là, le traitement de cette réaction de dermatophyte, c'est de stériliser le foyer
mycosique. Dans ce cas, c'est la taille. Une autre observation maghrébine qui correspond à ce que vient me dire mon ami professeur Bahri Mahjoub. Donc, vous voyez une teigne inflammatoire et de façon concomitante, l'enfant développe ces nouillures très douloureuses, très impressionnantes. Donc, vous voyez, très inflammatoires. Ça peut être pris au début pour les résipelles, mais ce n'est pas le cas. C'est multiple, c'est les membres supérieurs et inférieurs. C'est le développement d'érythème noueux dans les suites d'une teigne inflammatoire. Et dans ce cas-là, donc, parfois, on ne fait pas le lien si on n'est pas sensibilisé sur cette affection. Mais maintenant, je pense que cette observation est de plus en plus vue. Ça, c'est une observation marocaine, une belle observation marocaine. Je pense aussi, à moi, si on en a vu des cas. Mon ami Bahri m'a dit qu'il a vu, je pense, 2 ou 3 cas durant une courte période, quelques jours. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense qu'effectivement, il faut reconnaître ces manifestations atypiques qui sont associées aux taines, telles que les dermatophytides ou l'érythème noueux. Et sur cette observation, je vous remercie pour votre attention.